Est-ce que vous avez l'impression de vivre en démocratie? Peut-être pas. Et à la fois, si nous ne sommes plus en démocratie, est-ce que cela veut dire pour autant que nous avons basculé dans l'autoritarisme, la dictature? Oh là là. C'est une dictature qui se prépare. Vous êtes parti loin quand même. C'est pour sortir de cette éternelle opposition entre démocratie et dictature que le politologue Clément Viktorovitch a écrit « Logocratie ». La logocratie symbolise pour lui cet entre-deux, entre la sortie de la démocratie et l'entrée dans l'autoritarisme. Elle désigne une manière de gouverner où le mensonge tient lieu de communication officielle, où le pouvoir n'est plus exercé par le peuple, mais par ceux qui se sont emparés de la parole. La logocratie serait donc l'exercice du pouvoir par le mensonge. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Un régime dans lequel les mots ont perdu leur sens et les arrangements avec la réalité sont sans conséquence, ou presque. Burger. L'auteur le souligne. Avec Emmanuel Macron, en 8 ans, le mensonge s'est installé au cœur du pouvoir français. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Ne parlez pas de répression, de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. La majorité sortante, elle a perdu cette élection. Mais personne n'a gagné. Dans son livre, Clément Viktorovitch démontre comment, en France, cette généralisation du mensonge a permis des atteintes répétées à 2 piliers de la démocratie, l'état de droit et la souveraineté populaire. Alors, aujourd'hui, je vous propose de comprendre là où nous en sommes et jusqu'où nous pourrions nous laisser entraîner. Qu'est-ce que la logocratie exactement? Comment la présidence Macron a précipité la France dans l'ère de la post-vérité et comment réanimer la démocratie? Réponse dans cet entretien Blast avec Clément Viktorovitch. Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez enseigné à Sciences Po, l'ENA et l'école de guerre, et vous êtes connu pour avoir vulgarisé la rhétorique politique en France, après avoir été chroniqueur pour des médias comme Click, France Info ou encore Quotidien. Aujourd'hui, vous animez la première chaîne politique de France sur Twitch. Vous avez écrit un seul en scène, L'art de ne pas dire. Vous êtes l'auteur du pouvoir rhétorique et vous venez de sortir ce livre, Logocratie, aux éditions du Seuil, dans lequel vous recensez notamment les arrangements avec la réalité, les mensonges éhontés, les trahisons de la présidence d'Emmanuel Macron, pour raconter aussi comment nous sommes sortis de la démocratie pour entrer en logocratie. Alors justement, ça va être l'objet de toute cette discussion, mais pour commencer, comment est-ce que vous définiriez la logocratie ? La logocratie, c'est une pratique du pouvoir dans laquelle ceux qui gouvernent, ceux qui exercent le pouvoir, laissent leur parole être contaminée par les mensonges et la déloyauté. La logocratie, c'est ce qui se passe quand le pouvoir en place accepte de communiquer en utilisant de manière quotidienne, banale, le mensonge. Et ce qui en découle, c'est une parole officielle qui se décorrèle du réel. Et c'est ce que veut dire logocratie, logos kratos. Le pouvoir à la parole, c'est le moment où la parole prend le pouvoir sur le réel lui-même et ne dit plus aux citoyennes et aux citoyens ce qui est, mais dit ce que le pouvoir voudrait qu'il soit. Et d'ailleurs, justement, vous le dites, que la logocratie est le point de rupture au-delà duquel la post-vérité, ayant perverti le débat public, nous entraîne inexorablement vers la post-démocratie. Alors justement, la question est volontairement provocatrice. Est-ce que vous considérez que nous sommes encore en démocratie en France ou déjà en post-démocratie? Et qu'est-ce que ça veut dire, la post-démocratie? Alors tout dépend ce que l'on qualifie de démocratie. Si on part du principe que la démocratie, ce sont seulement un ensemble d'institutions, c'est-à-dire des élections libres et non faussées ayant lieu à intervalles réguliers, une presse libre avec des journalistes indépendants qui peuvent encore faire leur travail, une liberté d'expression qui est garantie pour l'essentiel, et des opposants qui peuvent s'opposer pour l'essentiel là aussi. Alors si la démocratie c'est tout cela et que cela, il est difficile de dire que nous l'avons quitté. Les institutions de la démocratie n'ont pas été directement attaquées. Mais si on dit que la démocratie, c'est autre chose, que la démocratie, c'est au fond le pouvoir pour le peuple de décider de son destin en commun, et que la manière la plus minimale qui soit, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, mais la manière la plus minimale qui soit de décider de son destin en commun, c'est de voter pour des candidats dont on pense qu'ils vont exercer le pouvoir en mettant en avant des valeurs qui sont les nôtres. Alors, cette démocratie-là, elle suppose une chose au moins. Elle suppose qu'il y ait un débat public qui nous permette de nous forger notre propre opinion sur les grands enjeux, sur les grandes questions. Et pour nous forger une opinion sur les grands enjeux, on a besoin d'une discussion qui soit éclairée.
Mais que se passe-t-il quand, précisément du fait de la logocratie, le pouvoir se met à obscurcir ce débat public? Que se passe-t-il quand celui-là même qui devrait garantir la bonne tenue du débat public et la bonne tenue des élections, le pouvoir officiel, s'attache au contraire à contraindre la formation du jugement des citoyens? Eh bien moi je dis que dans un tel monde, où le débat public est dévitalisé par les mensonges du pouvoir, la démocratie elle-même s'assèche, l'idéal démocratique disparaît, il ne reste plus qu'une chose, une coquille vide, les institutions démocratiques, sans que notre gouvernement et notre pouvoir ne soient lui-même démocratiques. Et sans que nous puissions avoir justement une réalité partagée en tant que citoyens. Alors, on va justement remonter le fil de votre pensée. Vous le dites, dans l'histoire, le mensonge a coûté cher à de nombreux politiques. Vous citez Jérôme Cahuzac ou Bill Clinton. J'ai menti. Je le regrette amèrement. Il y a souvent eu un prix à payer pour mentir, mais maintenant, le mensonge politique n'est plus vraiment sanctionné, il est devenu une sorte de norme, vous l'avez dit, et la bascule s'est opérée en 2016 avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et le référendum britannique sur le Brexit. Oui, tout à fait. Alors, si on voulait rechercher l'archéologie de cette évolution-là dans les démocraties occidentales, on pourrait presque remonter aussi jusque l'Italie de Berlusconi. Mais c'est vraiment en 2016 qu'opère une bascule mondiale, internationale en tout cas, aux États-Unis avec Trump et en Grande-Bretagne avec Boris Johnson, Nigel Farage et la campagne pour le Brexit. Effectivement, dès lors qu'on prétend parler du mensonge en politique, on est immédiatement confronté à une objection qui est « mais enfin, les politiques ont toujours menti. Tu es en train de redécouvrir l'eau chaude, tu t'offusques de ce dont Platon parlait déjà et Machiavel après lui, et tout ça est parfaitement vrai. Mais c'est pas parce que les politiques ont toujours menti qu'ils ont toujours menti comme aujourd'hui. Il y a bien une nouvelle ère du mensonge et on le voit à deux niveaux. Déjà, d'une part, les mensonges se sont démultipliés. Sous les États-Unis de Trump, dans le premier mandat de Donald Trump, le Washington Post a repéré 30 000 mensonges et imprécisions en 4 ans dans la parole du président des États-Unis. Ça fait plus de 20 par jour. Donc, on a une démultiplication du mensonge qui n'a plus rien de commun avec ce qu'on connaissait avant. Il y a la question de Cahuzac, il y a effectivement le Monica Gate, Monica Lewinsky, Bill Clinton aux États-Unis. Ce sont des occurrences. Bill Clinton qui explique justement qu'il n'a pas de relation avec Monica Lewinsky qui travaillait à la Maison-Blanche. Voilà, exactement. Ça, ce sont des occurrences. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a un mensonge qui vient rompre la toile de la communication politique. Donald Trump, ce sont des mensonges au quotidien. Boris Johnson, pareil. Emmanuel Macron en France, on y reviendra peut-être ensuite, pareil. La première grande rupture, c'est une explosion quantitative du mensonge. Et puis il y a une rupture qualitative qui permet la première, c'est que le mensonge n'est plus dénoncé comme tel. Le mensonge cesse d'attirer l'opprobre, d'attirer la condamnation. On peut désormais mentir sans avoir à en payer le prix. Boris Johnson ment de manière répétée, les Britanniques le savent, il a été démenti par des données officielles, il continue de mentir et rien ne se passe. Et on a vécu là aussi la même chose exactement en France. Et c'est ce qui nous fait entrer dans une nouvelle ère du mensonge, c'est ce qui fait basculer nos gouvernements dans de la logocratie, c'est que désormais ils peuvent se permettre de nous mentir les yeux dans les yeux, de nous dire le contraire de ce que nous voyons, de ce que nous observons, de ce que nous savons, sans jamais, de toute évidence, qu'ils n'aient à en payer le prix nécessaire, à en subir la disqualification qui pourtant devrait leur revenir dessus. Et vous le rappelez d'ailleurs, ces mensonges ont des conséquences bien concrètes puisque justement pendant sa campagne pour le Brexit, Boris Johnson a répété plusieurs mensonges dont le fait que par exemple la Turquie rentrerait dans l'Union européenne et c'est potentiellement, selon les observateurs, ce qui aurait permis la victoire du leave, de la sortie justement du Brexit. Vous écrivez « Au moment précis où Donald Trump et Boris Johnson disent le faux pour remporter les suffrages, Emmanuel Macron, lui, ne dit rien ou si peu. Il sature le débat public d'un vide assourdissant. Ses déclarations monopolise l'attention tout en ne pouvant pas être débattue puisqu'elle ne possède aucun contenu. » Donc c'est le moment où Emmanuel Macron est en campagne pour son premier mandat en France. Est-ce que justement cette stratégie du vide apparent n'est pas une dimension qui explique en partie les immenses dérives de la présidence d'Emmanuel Macron? Oui, sans doute que ça y a participé. C'est vrai que les dates sont parfois capricieuses. 2016, c'est en même temps l'élection de Trump, le Brexit en Grande-Bretagne, et c'est le début de la campagne présidentielle française dans laquelle se lance Emmanuel Macron. Alors, il y a un chercheur français spécialiste de l'analyse du discours, Damon Mayafre, qui a fait, c'est sur lui que je me fonde, sur ses conclusions que je me fonde pour écrire ceci, qui a fait l'étude quantitative en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc c'est pas son propre jugement, c'est ce que sort la machine, ce que sortent les algorithmes, de la parole d'Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017. Et ce qu'on observe, c'est qu'il ne dit rien. Il passe son temps à exalter le mouvement. Tous les verbes sont des verbes de mouvement. Son parti politique s'appelle lui-même En Marche. Quand on entend Emmanuel Macron, tout va changer, mais il ne dit jamais en quoi. Il ne dit jamais pourquoi faire. Il évoque
le parcours sans jamais donner sa destination. Et c'est quelque chose qui est une caractéristique linguistique. Un exemple parmi tant d'autres. L'analyse de Damon Mayafre est passionnante. Un exemple parmi tant d'autres. Emmanuel Macron utilise pendant cette campagne, et il n'a cessé de le faire par la suite, il utilise des verbes conjugués d'ordinaire de manière transitive, de façon intransitive. Par exemple, le verbe réformer. Quand on dit « nous voulons réformer », on est censé dire « nous voulons réformer quoi pour aller vers où ?» Chez Emmanuel Macron, ça devient « il faut réformer ». Pareil pour la transformation. Il dit « nous devons transformer », mais il faudrait dire « transformer quoi vers quoi ?» Il ne le dit pas. Nous allons continuer à avancer, mais avancer vers où? Et c'est ainsi que toute sa parole exalte le mouvement sans dire ce qu'il veut faire. Mais du point de vue du débat public, c'est problématique au plus haut point. Ça veut dire que les citoyennes et les citoyens ont dû se prononcer sur la parole d'un homme qui n'a jamais dit clairement ce qu'il voulait faire. Et pourtant, ils ont voté pour lui. Damon Mayafre, d'ailleurs, dit « Macron n'est pas vide, il joue électoralement du néant politique ». Vous le rappelez d'ailleurs, dès 2017, Emmanuel Macron s'est posé comme, selon vos mots, vigie de la vérité, phare de la raison. Et encore aujourd'hui, il affirme vouloir se battre contre la désinformation en ligne, vouloir faire triompher la vérité et la raison, contre l'ignorance et l'obscurité. Il s'est positionné tout de suite comme un homme raisonnable, en rempart face aux responsables d'extrême droite, aux leaders d'extrême droite. Et pourtant, et vous le démontrez méthodiquement, c'est lui qui a petit à petit fait basculer la France dans la post-vérité. En fait, la caractéristique de tous les leaders qui ont, hormis Emmanuel Macron, en tout cas d'une grande partie d'entre eux, qui ont emmené leur démocratie occidentale, ou en tout cas leur démocratie représentative, pour être plus juste, vers une logocratie, leur caractéristique, c'est qu'ils ont tous un style de gouvernement qu'on a pu qualifier de populiste, quel que soit ce que ce mot relativement flou veuille dire. Et c'est vrai que quand on regarde Jair Bolsonaro, qui a une parole injurieuse, Javier Milei, qui se balade en brandissant une tronçonneuse, Boris Johnson, qui se présente en permanence dépeigné, Donald Trump et ses casquettes rouges. Bon, quand on regarde tous ces dirigeants, on voit bien qu'il y a une rupture par rapport à l'ordinaire et à la notabilité politique habituelle de la démocratie, notabilité qu'on pourrait critiquer par ailleurs. Emmanuel Macron, lui, justement, il a adopté tous les codes de l'homme rationnel, respectable. Ses nœuds de cravate sont bien faits, ses costumes bien ajusté. Et du banquier, quelque part. Mais en fait, tout cela, ça n'est pas anecdotique, parce que c'est précisément cette image, cet ethos, comme on dit en rhétorique, qui lui a permis d'imposer l'idée d'un homme rationnel, d'un homme juste, d'un homme qui se laisse guider par la rationalité, la science et la vérité, à contrario de tous ses autres homologues à l'international. Et moi, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai regardé les faits. J'ai regardé la quantité de mensonges qui se sont accumulés depuis le premier jour de son mandat. Et quand on fait la liste, quand on les prend les uns après les autres et qu'on contemple l'accumulation, on est face à un tableau absolument stupéfiant. On se rend compte que les mensonges, mais de manière factuelle, c'est-à-dire que ce que je dis là, c'est pas une opinion, c'est pas une critique politique, je dis pas que les décisions sont mauvaises, je dis que factuellement, il y a des mensonges qui sont démontrés, qu'ils ont été relevés les uns après les autres par la presse, mais on n'avait pas de tableau d'ensemble. Quand on fait le tableau d'ensemble, on a un président qui se dit amoureux de la vérité, qui s'est parfois posé directement contre Donald Trump en conspuant la tendance que Trump avait justement à manier le mensonge, alors que lui procédait exactement de la même manière. La quantité de mensonges émises par Emmanuel Macron et ses ministres est probablement aussi dense, voire davantage, que celle émise par Boris Johnson et son administration. Et ce n'est pas peu dire, Boris Johnson, il est aujourd'hui dénoncé comme l'un des artisans du mensonge en politique et de la bascule dans ce que moi j'appelle une logocratie. Et vous le rappelez d'ailleurs, aux États-Unis, il existe un site qui s'appelle PolitiFact qui fait de la vérification justement des affirmations de Donald Trump. Et donc, par exemple, ils disent que sur 1000 affirmations, il y en a à peu près 76% qui sont erronées ou voilà, totalement fausses et mensongères. Ça n'existe pas en France. Et en même temps, c'est l'exercice que vous avez fait. Donc, vous montrez qu'au début, ça commence par des petites hypocrisies. Donc, par exemple, le moment où Emmanuel Macron parle des Français en disant les Gaulois réfractaires au changement et que Benjamin Griveaux finit par transformer ça en disant mais non, pas du tout, il voulait parler des partis politiques. Quand il dit à propos du chlordécone qu'il ne faut pas dire que c'est cancérigène et qu'ensuite il dit je n'ai jamais dit ça. Et finalement, petit à petit, ça devient des mensonges beaucoup plus profonds avec des conséquences bien plus violentes. Vous rappelez notamment, par exemple, le fiasco des masques. Déjà, les mensonges dont vous parlez auparavant, que vous qualifiez de petits mensonges, effectivement, on peut les qualifier ainsi parce qu'au fond, c'est simplement des déclarations maladroites ou éminemment problématiques. Mais c'est vous qui disiez petites hypocrisies. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, parce que quand on compare avec ce qui vient après, ça reste encore modéré, mais c'est déjà signifiant.
parce que ce sont des déclarations qu'on a devant les caméras, que tout le monde peut vérifier, et dont le président, son entourage ou l'Élysée diront quelques jours ou quelques heures plus tard, ces déclarations n'ont jamais eu lieu. Et ça a commencé comme ça. Et ça, c'est un type de mensonge très particulier qu'on appelle en rhétorique l'anticatastase. J'ai été obligé d'aller exhumer le terme qui est une figure de style oubliée. Oubliée pourquoi ? Parce que d'ordinaire, personne n'a l'audace de faire ça. L'anticatastase, c'est une phrase qui contredit le réel, les yeux dans les yeux, à la différence du mensonge qui, lui, cherche à camoufler la manipulation de la réalité. Et là, chez Emmanuel Macron, c'était manifeste dès le début. Et effectivement, on en a vu très vite les traductions. Vous parliez du fiasco des masques. Il y a deux problèmes. Un problème politique, qui est le fait de n'avoir pas renouvelé un stock de masques en sachant les risques que cela faisait courir à la population. Et puis derrière, il y a un problème rhétorique, un problème d'éthique du discours, celui sur lequel moi j'attire l'attention. J'ai repris plusieurs déclarations d'Édouard Philippe, d'Emmanuel Macron. De Sibeth Ndiaye aussi. De Sibeth Ndiaye. Emmanuel Macron qui dit textuellement « Il n'y a jamais eu de pénurie de masques ». Alors il ajoute, pour ne pas commettre un mensonge éhonté qui lui aurait valu disqualification immédiate, il y a certes eu des tensions, mais il n'y a pas eu de pénurie au moment où tout le monde avait pu constater les soignants qui ne pouvaient pas se protéger, les médecins qui ne pouvaient pas se protéger, le personnel hospitalier qui se faisait contaminer. Tout le monde a vu que ceux qui en avaient besoin les premiers n'en avaient pas de masque. Mais pourtant, le président Macron se permet là aussi de nier le réel les yeux dans les yeux pour camoufler quoi ? Une grave faute politique. Et on a aussi la réforme des retraites où on a eu pendant plusieurs semaines des responsables politiques du gouvernement qui expliquaient qu'il allait avoir une pension de retraite minimale à 1 200 € pour une carrière complète, ce que Mickaël Zemmour a largement détricoté et expliqué que c'était totalement un mensonge et que cette mesure n'existait même pas dans le projet de loi. On l'a aussi reçu sur Blast. Et vous l'écrivez, s'il est un domaine où le mensonge du gouvernement s'est institutionnalisé, c'est bien celui des violences policières. Oui, alors ça, c'est évidemment, c'est un dossier qui est à la confluence de tout, ou du moins de deux choses, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir effectivement. D'une part, c'est la question sur laquelle il y a eu des dénégations systématiques, répétées de la part de toutes les personnes responsables, à la fois les ministres de l'Intérieur, Premier ministre, Emmanuel Macron lui-même, et en même temps sur lequel les documents, les rapports, les études se sont accumulés. On sait aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, ce sont quantité d'instances, à la fois des ONG, à la fois des autorités administratives indépendantes, la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, les avocats du barreau de Paris, mais également des instances internationales jusqu'à l'ONU et le Conseil européen. Donc, ce sont des institutions qui, de manière répétée, ont souligné à quel point la répression des manifestations en France avait été d'une immense violence. Sans parler évidemment les journalistes qui ont soigneusement comptabilisé cette funeste comptabilité, les yeux crevés, les mains arrachées. Comme David Dufresne. Comme David Dufresne oui. Notamment. Donc ça, c'est le réel. Et ce réel-là, il nous a littéralement explosé aux yeux. On n'a pas pu ne pas le contempler. Tout le monde a vu les vidéos. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde a vu notamment cette vidéo, j'en parle dans le livre, d'un policier que l'on voit abattre sa matraque avec une grande violence sur un manifestant isolé et statique. Bon, Christophe Castaner qui commente cette vidéo, qui dit « Il n'y a pas de violence policière ». La seule chose que l'on voit, c'est un policier qui, dans une charge, a poussé quelqu'un. Mais tout le monde voit qu'on ne voit pas ça. Mais il le dit néanmoins. Et combien derrière Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, qui ont dit « Il n'y a pas eu de violence policière ». En pleine répression, Emmanuel Macron disait Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Et c'est ça qui est fou, c'est que dans la bouche d'Emmanuel Macron, ce qui devient inacceptable, c'est le mot. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Mais ce ne sont pas les mots qui sont inacceptables dans un état de droit. Dans un état de droit, il est au contraire crucial de pouvoir nommer ce que nous voyons et ce qui est vrai. C'est la chose qui est inacceptable. C'est pas le mot qui est inacceptable. Ce qui est inacceptable, c'est d'avoir vu autant de violences commises contre les manifestants avec une volonté consciente, corroborée par d'autres décisions politiques sur lesquelles on reviendra peut-être, une volonté de contraindre directement le droit de manifester en France. Et là, sur cette question-là, se rencontre d'une part la logocratie, la dénégation du réel, les yeux dans les yeux, et d'autre part une œuvre dont je crois on n'a pas tout à fait pris la mesure, que sont les attaques répétées sur notre état de droit.
On l'a beaucoup documenté à Blest, mais c'est vrai que je pense que beaucoup de Français n'en ont pas encore tout à fait pris la mesure. Pour terminer ce tour qui ne pourra jamais être complet, il y a l'affaire Betaram qui est peut-être finalement la plus révélatrice d'un sentiment d'impunité et qui m'a aussi fait repenser à quelque chose qui m'a paru totalement absurde, c'est que François Bayrou avait quand même choisi pour son plan d'économie comme slogan « le moment de vérité ». Mais c'est vrai, c'est encore plus terrible quand on se souvient que c'est sous l'influence de François Bayrou qu'Emmanuel Macron avait placé son premier mandat sous le signe de la moralisation de la vie politique. Bon, la première des morales quand on est un responsable politique, c'est d'une part de ne pas mentir, d'autre part de prendre la responsabilité de ses actes. Et bien voilà le même François Bayrou devenu Premier ministre qui, voulant se dépêtrer de l'affaire Betaram, a menti, puis a menti pour couvrir ses mensonges, puis a continué de mentir pour couvrir sa couverture. Et j'en reprends quelques-uns. C'était impossible sur l'affaire Betaram pour le coup de tout lister, tellement chaque déclaration de François Bayrou était mensongère et à chaque fois mensongère d'une nouvelle manière. Il n'a cessé de biaiser, de serpenter, jusque les yeux dans les yeux, dans la commission d'enquête qui était menée, non pas seulement sur lui, qui était menée plus généralement sur les violences sexuelles commises dans les établissements privés, mais notamment qui s'intéressait à Betaram et à la responsabilité de François Bayrou qui continue de mentir, qui continue de dire qu'il n'a jamais dit à l'Assemblée nationale qu'il n'avait pas connaissance des violences, alors qu'il l'a dit. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. C'était un mensonge pour couvrir un mensonge. Pareil, dans cette commission, quand on lui demande « mais sur quoi vouliez-vous porter plainte ?» Quand vous disiez vouloir porter plainte sur Mediapart, il nomme un article qui est paru plus d'1 mois après qu'il ait annoncé sa volonté de porter plainte. Donc là aussi, ça ne pouvait pas... Bon. Non seulement François Bayrou n'a cessé de mentir sur Betaram pour camoufler une responsabilité écrasante dans une question tragique, mais de surcroît, quand on reprend les interviews de François Bayrou de l'époque, on se trouve face à une densité de mensonges qui commence à rappeler, en termes quantitatifs, non plus seulement Boris Johnson, mais on n'est pas très loin de Donald Trump. On n'est pas très loin d'une parole qui est mensongère, phrase après phrase. Et ça, voir ça en France, c'était extrêmement frappant. Mais ce que de nombreuses personnes observatrices de la vie politique ont noté, c'est que ce ne sont pas les mensonges sur l'affaire Betaram qui ont fait tomber le gouvernement Bayrou, et c'est peut-être ça qui rend le plus fou en fait en tant que citoyen, c'est de se rendre compte que finalement le réel n'importe plus et que les responsables politiques peuvent créer leur propre réalité, qu'il n'y a pas de conséquences à ça. Oui, et c'est là tout le problème. C'est là où s'entremêlent deux concepts qui sont évidemment liés, mais qui ne sont pas identiques, que sont la logocratie et la post-vérité. Si tout cela a été possible, c'est parce que nous avons justement basculé dans la post-vérité. La post-vérité, donc, c'est un état du débat public. Un état du débat public dans lequel s'installe chez les citoyennes et les citoyens, donc chez chacun et chacune d'entre nous, s'installe une forme d'indifférence au vrai et au faux. Au fond, la post-vérité, c'est ce qui se passe quand on a tellement menti dans un contexte particulier, mais on a tellement menti aux citoyennes et aux citoyens qu'ils et elles finissent par se dire « Allez, peu importe au fond que ce que l'on me dit soit vrai », ou pas tout à fait vrai. Ce qui compte, c'est que ce soit vraisemblable, c'est que ce soit crédible. Ce qui compte, c'est que je puisse croire que ça existe parce que ça m'arrange, parce que cela me permet de me renforcer dans mes préconceptions initiales, dans ce que je pensais auparavant. Et donc, c'est ce concept de post-vérité qui s'est installé et que l'on voit dès aujourd'hui en France, qui est d'ores et déjà tangible, où une partie d'entre nous, hélas, et peut-être chacun et chacune d'entre nous, d'ailleurs en des moments différents, nous avons tendance à préférer croire quelque chose de faux mais qui nous arrange que quelque chose de vrai mais qui nous dérange. Et ça, ce moment-là, c'est le moment où s'installe l'ère de la post-vérité. Et dans cette ère de la post-vérité, la logocratie peut proliférer. Et c'est ce qui s'est passé avec François Bayrou, qui se permet de mentir. Littéralement, tout le monde peut reprendre les mensonges, tout le monde peut constater que c'est faux, mais ça passe, parce que quelque part on se dit, est-ce que c'est si grave ? Oui, c'est grave. Oui, c'est très grave, mais ça passe néanmoins. Il y a quand même eu beaucoup de personnes qui ont considéré que c'était très grave, mais c'est vrai, vous le dites, il y a cette idée quand même aussi parce que de nombreux médias sont remis en question par des biais différents et des voix différentes, mais qu'il y a quelque chose autour il n'y a plus d'autorité incontestable, par exemple des preuves journalistiques dans ces moments-là, alors qu'il y a eu un travail journalistique remarquable qui a été mené sur l'affaire Betaram, mais vous parlez notamment du fait que finalement notre vision en termes de bulle de filtre est beaucoup trop étriquée et qu'il faudrait mieux parler
parler de chambre d'écho pour comprendre aussi comment le numérique est en train de refaçonner le débat public aujourd'hui et notre capacité à s'accorder sur des faits, tout simplement. Oui, tout à fait, effectivement. Alors ça, c'est la grande question, c'est comment en arrivons-nous là ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a parlé de post-vérité, de cet état du débat public dans lequel on est finalement indifférent au faux et au vrai, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on en arrive là ? Et il y a une responsabilité, ça n'est pas que cela, mais c'est aussi ça. Il y a une responsabilité qui incombe bien sûr aux espaces numériques algorithmés. Le fait est que sur Internet aujourd'hui, et je parle bien d'espaces numériques algorithmés, parce qu'on a tendance à dire c'est la faute aux réseaux sociaux, en oubliant que Google est un espace numérique algorithmé et que les intelligences artificielles le sont aussi. Et donc nous évoluons dans des espaces numériques où au fond nous sommes exposés en permanence à une parole consonante à la nôtre, à des idées qui rentrent en résonance avec ce que nous pensions déjà. Et quand, c'est la différence entre une bulle de filtre et une chambre d'écho, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop parler de bulle de filtre et plutôt de chambre d'écho. Quand on voit rentrer dans notre espace numérique à nous, dans notre sphère de perception sur Internet, des idées qui ne sont pas en accord avec les nôtres, parce que ça existe, il suffit d'allumer Twitter pour se rendre compte qu'on va voir passer des posts qui vont nous mettre en colère. Précisément, ils nous mettent en colère. Pourquoi ? Parce qu'ils nous sont présentés d'une certaine manière, relayés par certaines personnes, avec un cadrage, un petit mot généralement ironique ou indigné, qui vient orienter immédiatement la réception que nous avons de cette parole. Tout ça, ça paraît anodin, ça paraît être la description de ce qu'on vit au quotidien sur Internet, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on a perdu l'habitude de rencontrer des informations qui nous malmènent. En tout cas, on a perdu l'habitude de rencontrer des informations qui vont venir remettre en cause ce que nous pensions initialement. Et ce qui s'installe donc, c'est cette habitude de préférer croire quelque chose qui nous arrange que d'être attentif à un poste qui nous dérange. Et ce moment-là, c'est le moment où peut s'installer le mensonge. C'est le moment où on vit dans un espace public paradoxal qui est le nôtre, un espace public à la fois hyper contradictoire et hypo-contradictoire. Hyper contradictoire parce que, je pense qu'on en a tous fait l'expérience, on ne peut rien dire sans être immédiatement contredit en ligne. Et hypo-contradictoire parce que si je suis un homme politique et que je mens, mes followers seront exposés à mon mensonge, mais auront beaucoup de mal à être exposés à la contradiction. À la contradiction du mensonge. D'ailleurs, vous le montrez dans le fait que le mensonge est devenu une façon de faire de la politique. La présidence Macron a aussi, d'une autre manière, dénaturé le débat public, avec notamment cette fameuse stratégie rhétorique du bon sens, du pragmatisme, porté, je vous cite, à des degrés jamais atteints auparavant. En quoi est-ce que ça aussi, c'est finalement assez représentatif d'arguments qu'on peut retrouver aussi même en tant que citoyenne, citoyen, dans des discussions avec d'autres, où on nous dit bah non mais ça c'est du bon sens, il faut être pragmatique, et en quoi c'est vraiment du vide rhétorique finalement de dire ça. Quand on commence à parler de cela, on se voit immédiatement objecter, oui mais le bon sens, la langue de bois, ça ne date pas d'hier, Emmanuel Macron, ça n'est pas le premier, la preuve, tout cela est vrai. Et j'ai essayé de travailler les choses de manière conceptuelle un peu rigoureuse. Donc pour moi, la ligne rouge qui nous fait basculer en logocratie, c'est la banalisation du mensonge. Ce que je montre dans le livre, c'est qu'en France, cette banalisation du mensonge dans la parole gouvernementale est allée de pair avec l'utilisation de procédés rhétoriques fallacieux qui certes ne sont pas neufs, mais ont été portés à des degrés d'utilisation qui, selon moi, l'observateur que je suis, sont du jamais vu. Notamment l'utilisation, effectivement, du bon sens, qu'on a vu, mais à quantité de reprises. Je rappelle une affaire qui est anecdotique, mais très signifiante. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, ça n'est pas rien tout de même, qui, quand on l'interroge sur l'allocation de rentrée scolaire, dit « C'est vrai, on sait bien que cette allocation de rentrée scolaire, elle est parfois utilisée pour autre chose que des fournitures. Et d'ailleurs, les ventes d'écrans plats explosent à la rentrée, nous dit-il. » Bon, c'est factuellement faux, ça a été immédiatement débunké. On sait que c'est pas vrai, que au contraire, les ventes de matériel informatique et d'électroménager, tout ça, ça décroît à la rentrée précisément parce que les familles font face à la rentrée scolaire. Bon, donc déjà, ce qu'il commet là est soit une contre-vérité involontaire, soit un mensonge plein et entier. Bon, mais surtout, c'est l'utilisation du bon sens en disant on sait bien, tout le monde sait, chacun peut constater. Et ça, pourquoi est-ce que je dis que c'est toujours malhonnête rhétoriquement ? Parce que le bon sens, c'est l'argument qui est fait pour bloquer l'émergence d'autres arguments, bloquer plus précisément l'émergence de l'esprit critique. C'est un appel à ne pas trop réfléchir. On sait bien que, virgule, c'est une manière de dire à l'autre, réfléchissez pas trop, il y a pas besoin, enfin je veux dire, tout le monde le sait. Et si vous commencez à remettre ça en question, vous allez contre tout le monde. Et il faut quand même marcher de manière d'un pas sérieusement affirmé pour aller contre tout le monde. Bon. Et donc le bon sens, c'est effectivement une manière de bloquer le recours à l'esprit critique. Ce qui est intéressant, c'est que le bon sens ne marche que quand on peut mettre de son côté l'évidence.
pour mobiliser le bon sens, il faut pouvoir dire des choses qui sont évidentes. Et en fait, quelles sont les affirmations politiques qui ont l'air évidentes dans un débat public ? Ce sont les affirmations politiques qui s'insèrent dans une idéologie dominante, qui, parce qu'elle est dominante, n'est plus identifiée comme une idéologie. En l'occurrence, c'est le cas du libéralisme. Et c'est là où le bon sens est un vrai piège rhétorique, c'est que derrière le pragmatisme et le bon sens se cachent des jugements politiques qui sont tout à fait respectables. On a le droit de penser ça, on a le droit de penser que c'est la meilleure chose à faire, mais on n'a pas le droit de dire que ça n'est pas une idéologie, parce que c'en est une, c'est du libéralisme. Et en tant qu'idéologie, on a le droit d'être convaincu par elle, et on a aussi le droit de lutter contre ou de s'y opposer. Et c'est ça que fait le bon sens. Ça déguise une idéologie qui, parce qu'elle est dominante, paraît évidente, et comme on l'a fait paraître évidente, on semble la rendre indiscutable, alors que discutable, elle l'est par nature. Oui, ça me rappelle ce qu'écrit Alice Coffin, la neutralité, c'est la subjectivité des dominants, c'est d'une certaine manière un peu ça. Vous parlez aussi de l'évidement des mots, islamo-gauchisme, wokisme, décivilisation, etc. Et j'ai été un peu étonnée que vous n'ayez pas plus évoqué que ça la question de l'urgence écologique, parce que dans cette ère de la post-vérité, où la négation de cette réalité par de nombreux gouvernements, il y a quand même quelque chose dans cette négation de réalité qui met littéralement l'humanité en danger et qui méprise les faits scientifiques. Et on l'a vu avec la présidence d'Emmanuel Macron, il y a vraiment eu cette idée d'avoir cette impression que ce gouvernement vivait dans une réalité climatique parallèle et parfois vivait dans la vraie réalité climatique quand ça l'arrangeait, et assez rarement, et ne reconnaissait pas ce fait même qui est une réalité géophysique en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait partie des dossiers que j'ai laissés de côté, comme un certain nombre. La loi du plomb également, que j'aurais pu évoquer et qui était votée au moment où j'écrivais le livre. Mais parce que, en fait, ce que vous montrez déjà par cette interpellation, et ce qui est terrible, c'est qu'il y a une telle accumulation de mensonges, de contre-vérités, de manipulations du réel que un livre entier n'a pas suffi. Alors, pour revenir un peu sur la question écologique, elle est effectivement centrale. Pour quelle raison ? Parce qu'il faut quand même se souvenir que c'est sur ce dossier-là que, la première fois, Emmanuel Macron s'est opposé frontalement à Donald Trump sur le domaine de la vérité. C'est le fameux « Make our planet great again ». Emmanuel Macron, il est président depuis quelques mois. Il se pose comme le champion de l'écologie face à Donald Trump, qui le renvoie d'une part au climato-scepticisme et d'autre part à l'antiscientisme. Donc effectivement, ça fait partie, et d'ailleurs je cite, je crois, cette déclaration d'Emmanuel Macron, ça fait partie des moments où il s'est présenté comme un champion de la science et de la vérité. Et effectivement, quand on regarde derrière quels sont les faits sont absolument dramatiques. Il crée le Haut Conseil pour le climat. Il peut pas en contester l'autorité. C'est lui qui l'a créé, le Haut Conseil pour le climat, qui n'a cessé. Qui est censé justement évaluer la politique climatique de la France, qui est un organe indépendant. Absolument, c'est une autorité indépendante qui évalue la politique de réduction des gaz à effet de serre, notamment de la France, et qui n'a cessé de dire que la France n'était pas assez ambitieuse, qu'au-delà de ne pas être assez ambitieuse, elle n'était même pas dans les clous de ses propres engagements internationaux. On ne peut pas contester cette autorité-là. Et à côté de ça, Emmanuel Macron, aujourd'hui Gabriel Attal, qui continue de se faire les champions de l'écologie, qui continuent de s'attaquer au Rassemblement national. Il y a de très bonnes raisons de le faire pour leur climato-scepticisme, c'est tout à fait vrai, mais eux ne valent pas beaucoup mieux, et eux ont été en responsabilité. Et là encore, on voit cette distorsion entre le discours dans lequel ils se présentent comme les premiers écologistes de France et la réalité, où ça n'a pas du tout été le cas, la politique n'a pas été assez ambitieuse. Tout ça pour ne même pas parler de la question de la chasse, par exemple, qui a été... alors c'est un autre dossier, c'est un autre débat. Mais Emmanuel Macron est considéré comme le président des chasseurs. Voilà, le président des chasseurs. Les chasseurs eux-mêmes... Enfin bref. Donc, là, il y a quand même quelque chose qui commence à faire sens. Et l'endroit où je le rappelle dans le livre, mais qui est absolument stupéfiant, c'est cette foire aux questions que Emmanuel Macron fait sur YouTube. Donc, il devient youtubeur. Bonjour à toutes et tous. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser des questions sur l'écologie. Et il répond à un internaute qui l'alpague sur la double condamnation de la France pour inaction climatique, double condamnation en justice. Et Emmanuel Macron répond de manière sèche, assez méprisante, à ce pauvre internaute qui n'a rien demandé. Alors Melvac, moi comme vous, j'utilise Twitter ou d'autres réseaux, mais les réseaux ne doivent pas nous empêcher d'essayer de vérifier les faits et la vérité. Donc vous êtes très sympathique, Melvac, d'essayer de m'en coller une sur Twitter, mais la condamnation pour inaction climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. Il faut dire la vérité. En disant cela, Emmanuel Macron répond en fait à une partie de l'interpellation, c'est-à-dire effectivement la première de ces deux condamnations qui ne le concerne pas directement ou qui concerne plutôt le quinquennat de François Hollande. Mais il était quand même ministre de l'économie sous ce quinquennat. Il était déjà ministre de l'économie, on peut le rappeler. 2015-2018 sur la première condamnation. Mais par contre, la
deuxième condamnation concerne directement son action à lui. Et donc là, effectivement, encore une fois, c'est une manière de mentir les yeux dans les yeux, sur Internet cette fois-ci, au peuple français, pour pouvoir se gargariser de mots, l'écologie, sans avoir jamais eu les actes qui venaient avec. J'avais à l'époque justement fait une vidéo pour débunker toutes ces vidéos YouTube d'Emmanuel Macron qui étaient évidemment faites sans contradiction, sans journaliste, puisqu'il s'adressait directement aux citoyens. J'aimerais revenir à une partie un peu plus conceptuelle ou théorique, si on veut. C'est-à-dire que au début, vous disiez que de cet entretien, vous disiez que nous étions sortis d'une certaine forme de démocratie. Et d'une certaine manière, ce qui peut être rétorqué à ça, c'est que il y a certains auteurs que vous citez d'ailleurs qui considèrent même que en fait, la démocratie représentative en elle-même n'est pas une démocratie. Et vous l'écrivez, selon eux, nous ne vivons pas et n'avons en réalité jamais vécu dans un régime politique méritant le nom de démocratie. Donc pour ces penseurs, ces penseuses, nous sommes plutôt dans une oligarchie ou une aristocratie élective. Donc qu'est-ce que vous opposez justement à ça, finalement à ces personnes qui disent on n'est pas passé en logocratie ni en post-démocratie, nous n'avons jamais été en démocratie. Oui, alors c'est évidemment, dès lors que l'on parle de démocratie, il faut en réalité lui adjoindre un adjectif. Parce qu'il y a de très nombreuses théories de la démocratie différentes avec des degrés d'exigence vis-à-vis de l'idéal de souveraineté populaire qui n'ont absolument rien à voir. Et en effet, si on lit Jacques Rancière, Alain Badiou, ils nous confrontent à une objection qui est très forte, qui est de dire, mais attendez, dès lors qu'il y a représentation, il y a création d'une oligarchie. Dès lors qu'il y a représentation, ce n'est pas le peuple qui décide, ce sont ses représentants. Donc ça ne mérite pas le terme de démocratie. Moi, c'est une pensée que je trouve passionnante, capitale, cruciale, et qui, pour tout vous dire, n'est pas loin de me convaincre. Et je n'en ai jamais fait mystère. Moi, le premier de mes combats, c'est le combat pour l'approfondissement de la démocratie. Moi, je milite pour évoluer plutôt vers une vision de la démocratie qui soit davantage participative et délibérative. Donc en fait, j'aurais des points d'accord très larges avec eux. Mais à partir du moment où on dit, de toute façon, ce que l'on vit, le régime que l'on expérimente n'est pas démocratique, point. On échoue à identifier des ruptures qui ont pourtant bien eu lieu. Et donc moi, je trouvais plus intéressant de dire, OK, on va procéder autrement. Pour ce livre, on va partir d'une définition beaucoup plus restreinte de la démocratie représentative, qui n'est pas rien quand même. La démocratie représentative, telle qu'elle a été conceptualisée par Pierre Rosanvallon, par Jürgen Habermas, c'est pas seul... Enfin, Jürgen Habermas, c'est encore autre chose, mais Pierre Rosanvallon notamment, ou Bernard Manin, c'est pas seulement des élections. C'est des élections, plus un certain nombre de contre-mesures qui sont absolument cruciaux pour que le peuple puisse être considéré comme souverain. Le fait de respecter les manifestations, de les écouter parfois, de respecter les corps intermédiaires, de poursuivre une authentique négociation avec les syndicats, de respecter le jugement des tribunaux. Bon, il y a des exigences pour vivre en démocratie représentative. Et donc moi, je pars de la définition de ce que c'est qu'une démocratie représentative, et je tente de montrer dans Logocratie qu'il y a bien eu une rupture, et que quelque part on en est sorti. Et je trouve, moi, important dans cette période de ne pas pouvoir seulement se placer en surplomb en disant ce qui est aussi une forme, je ne parle pas de Badiou et Rancière, mais dans le commentaire, ça peut être une forme de facilité de dire, au fond, on n'a jamais vécu en démocratie. Bon, d'accord, mais mettons les mains dans le cambouis. Et quand on met les mains dans le cambouis, on se rend compte qu'il y a bien quelque chose qui a changé. Et que le peu de souveraineté populaire que nous avions s'est érodé, voire a disparu. Et ça n'est pas rien de le souligner et de le nommer. Et c'est pour ça que moi, je mets en avant ce concept de logocratie. Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine manière, c'est comme si on revenait au débat qui a agité déjà la société au moment de la Révolution française et où on se demandait, en fait, de quel pouvoir dispose réellement le peuple une fois ses gouvernants, ses représentants élus. Et vous le dites justement, comment est-ce qu'il peut y avoir consentement parce qu'on parle de consentement, justement, à partir du moment où on a élu un représentant. Et vous dites, comment peut-il y avoir consentement s'il y a mensonge au moment d'une campagne ou durant un mandat, par exemple. On pourrait aussi se dire qu'on est encore en démocratie parce que justement nous avons la liberté d'élire nos représentants, mais en réalité aujourd'hui on a aussi par exemple des résultats d'élections qui ne sont plus pris en compte, vous le mentionnez, comme les élections législatives de 2024 où la légitimité démocratique du nouveau Front populaire n'a pas été reconnue par le pouvoir en place. Oui, tout à fait. Déjà, la première chose qu'il faut dire, parce que depuis le début de cet entretien, c'est vrai qu'on se focalise sur le gouvernement et c'est bien normal, c'est mon choix dans le livre. La première chose qu'il faut dire à cet endroit-là, c'est que
il y a une justification théorique à cette décision. La parole du gouvernement, la parole du pouvoir n'est semblable à aucune autre dans une démocratie. Quand on se contente d'être dans la sphère de la compétition électorale, comme c'est le cas des responsables politiques pendant une élection, et de l'opposition pendant la durée d'un mandat, la parole n'a pas de conséquences, au fond. Ce que l'on dit, c'est ce que l'on pense devoir dire pour être élu. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir là-dedans des mensonges, que ces mensonges soient par ailleurs critiquables, condamnables éthiquement, et que nous, citoyennes et citoyens, puissions les condamner. Mais quand on est en responsabilité, on s'exprime dans une toute autre sphère, la sphère de la responsabilité politique. Le gouvernement, il parle au nom de l'État. Il justifie des décisions prises au nom du peuple. Et ça, c'est très grave. Et ce que je dis, c'est que s'il ne devait y avoir qu'une seule force politique, une seule, qui la dernière, continue de ne pas mentir, continue de tenter d'assainir le débat public, de maintenir un débat public exigeant, où la vérité est une valeur reconnue, où on ne peut pas dire n'importe quoi. S'il ne devait y avoir qu'une force politique qui faisait ça, ça devrait être le gouvernement. Et dans les pays logocratiques, ce qui se passe, c'est que c'est au contraire la première force à faire basculer tout le débat public dans le mensonge. Et donc on en a vu les conséquences, notamment, comme vous le rappeliez, de manière tragique, en juillet 2024, avec le résultat des élections. Que s'est-il passé ? Bien sûr qu'il y a une légitimité du nouveau Front populaire, s'il le désire, à tenter de gouverner. Aurait-il été censuré ? Vraisemblablement oui. Mais en fait, on n'en sait rien. Et c'est dans ce « on n'en sait rien » que se situe une incertitude démocratique insoutenable. On aurait dû savoir. On aurait dû pouvoir contempler les yeux dans les yeux le fait que, ils ont remporté les élections. Ils arrivent premiers au soir du 7 juillet. C'est incontestable. Donc, ils ont remporté les élections. Ils les ont pas suffisamment remportées pour pouvoir gouverner et avoir une majorité à l'Assemblée. On aurait dû le savoir, le contempler. Emmanuel Macron nous en a privé en refusant, encore jusqu'à aujourd'hui, de nommer un Premier ministre issu de ce qui était auparavant le nouveau Front populaire. Et comment justifie-t-il cela ? Avec une phrase qui est encore une fois une phrase de post-vérité, une forme d'anticatastase. Il dit « C'est vrai, nous avons perdu les élections. » Mais personne n'a gagné. Mais personne n'a gagné. Alors, personne n'a gagné, personne n'a eu de majorité absolue. Mais il y a bien quelqu'un qui a gagné. Il y a bien quelqu'un qui est arrivé en tête. Il y a bien quelqu'un qui était légitime, le premier à tenter de gouverner. Et ça, c'est pas que moi qui le dis. Dominique de Villepin l'a dit. Ancien Premier ministre. Jean-Louis Debré. Ancien président de l'Assemblée nationale et ancien président du Conseil constitutionnel. L'un des garants de nos institutions. L'un des garants de nos institutions, paix à son âme. Jean-Louis Debré, de manière très forte, a dit « Mais je ne comprends pas. J'aurais cru qu'Emmanuel Macron nommerait un responsable issu du nouveau Front populaire. » Donc, ça n'est pas rien ce qui s'est passé, encore une fois. Ça n'est pas rien de ne même pas vouloir laisser sa chance au nouveau Front populaire qui était arrivé premier. Et là-dedans, effectivement, il y a une volonté de garder en permanence jusqu'au bout le pouvoir. Une volonté, par ailleurs manifeste tout au long du mandat, de ne jamais écouter la voix du peuple, la volonté populaire, même quand elle était impossible à ignorer, même quand elle était d'une clarté diaphane. Et là-dedans, il y a ce que moi j'appelle un recul de la souveraineté populaire. Et justement, sur ce recul de la souveraineté populaire, c'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose de l'ordre du pouvoir de l'élection qui est remis en question et qui, pour beaucoup de citoyens, leur semble être le seul pouvoir qu'ils ont et qui ne semble pas réellement être un pouvoir. Mais il y a quand même cette idée de se demander finalement quel recours il reste à la population, surtout aujourd'hui en France, si les gouvernements vont à l'encontre de la volonté populaire et donc de la souveraineté populaire, ce que justement Pierre Rosanvallon appelle aussi le principe de réactivité, c'est-à-dire que le fait qu'un gouvernement démocratique ne saurait rester complètement sourd à la volonté de ses gouvernés. Et on voit que c'est exactement ce qui se passe en France, aussi bien avec les élections de 2024 qu'avec la réforme des retraites. Et il y a malheureusement trop d'exemples à donner. Et vous le dites, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de la Ve République. Me semble-t-il, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a une volonté réitérée, consciente, d'ignorer la parole du peuple, y compris quand elle est assourdissante. Bon, la réforme des retraites, contestée par la rue, contestée par 70 à 90% des Français ou des travailleurs selon comment on comptabilise, contestée par tous les syndicats, contestée jusque par l'Assemblée nationale elle-même. Bon, et qui malgré tout s'impose. La Convention citoyenne pour le climat, 150 propositions concrètes, applicables, qui sortent d'un processus instauré par Emmanuel Macron lui-même, qu'il disait respecter à la lettre. Et derrière, qui est considéré par ailleurs par les observateurs de la démocratie délibérative
comme Graham Smith, qui dit que sur les 800 assemblées citoyennes qu'il y a eu partout dans le monde, c'est l'exemple le plus abouti. C'est-à-dire dans le travail qu'ont fait les citoyens et dans les propositions qui ont été faites, pas dans la traduction politique. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que là, on a un travail qui est un travail de démocratie délibérative exceptionnel. On a un résultat qui est articulé, qui est conforme de surcroît à une grande partie, dans une très large part, au résultat de la science sur le climat. Et un Emmanuel Macron qui, alors qu'il s'était engagé à les transmettre sans filtre, va au contraire les édulcorer de manière systématique, provoquant la colère furieuse des conventionnaires qui ont participé à cette convention. Le grand débat national, où Emmanuel Macron, encore une fois, une institution créée par Emmanuel Macron, d'où ressortent quelques propositions qu'il reconnaît lui-même comme consensuelles. C'est-à-dire que lui-même dit, oui, le vote blanc, j'ai vu que beaucoup voulaient comptabiliser le vote blanc, le référendum d'initiative citoyenne. La reconnaissance du vote blanc, ça coûte pas grand-chose. Quand même. Mais en plus, démocratiquement, ça peut vite devenir embêtant. Mais effectivement, mais Emmanuel Macron disant, voilà, vous avez 4 revendications, je vois que tout le monde les veut, mais je vais décider de ne pas le faire. Bon, et effectivement, jusque 2024. Et donc là, ce qu'on voit bien, c'est une volonté consciente, à chaque fois qu'elle se faisait entendre de manière indubitable, d'ignorer la voix des citoyennes et des citoyens, d'ignorer la voix du peuple français, tout simplement. Mais la démocratie, ça n'est pas, ou ça ne devrait pas être, on élit son tyran un jour et on reste esclave les 5 ans qui suivent. La démocratie, ça devrait être justement un régime dans lequel, alors, c'est compliqué, il faut savoir comment, il faut savoir dans quelle mesure, mais dans lequel le peuple a voix au chapitre. Emmanuel Macron, précisément, n'a cessé de vouloir faire prévaloir une volonté, la sienne, y compris quand elle s'opposait frontalement à celle du peuple, et que celle du peuple ne pouvait pas être ignorée, ne pouvait pas être déniée. Et comment est-il parvenu à faire cela ? C'est précisément grâce à un régime du discours logocratique. C'est précisément parce qu'à force de contredire le réel les yeux dans les yeux, de nous dire le contraire de ce qui se passait, eh bien c'est passé, comme le disait Édouard Philippe. C'est passé. Oui, et c'est passé notamment, vous le dites, justement, la remise en cause de l'état de droit, elle est passée grâce à ce discours-là. La politique qu'a menée Emmanuel Macron avec ce recul inédit des droits et des libertés en France sur les 8 dernières années, sur la remise en cause de la liberté de manifester, de l'état de droit, on l'a dit, les lois liberticides, anti-casseurs, la loi sur la sécurité globale, les attaques au programme de recherche des universités, les lois sécuritaires, etc. Tout ça est passé. Oui, et là, c'est là qu'on touche, ou qu'on revient sur le dramatique de toute cette affaire. J'ai fait dans le livre, j'ai fait l'historique des atteintes à l'état de droit qu'on a pu observer sous le Brésil de Jair Bolsonaro et qu'on observe en ce moment dans les États-Unis de Donald Trump. Et ce qui est absolument frappant, c'est que toutes les institutions de l'état de droit qui ont été attaquées au Brésil, aux États-Unis, mais également dans la Hongrie de Viktor Orban, ont été attaquées par le pouvoir macroniste en France. Les universités, avec des lois qui ont voulu remettre en cause les libertés académiques. Ça n'a pas été voté finalement parce que les chercheurs se sont mobilisés, mais la volonté était là, avec des attaques, des disqualifications de chercheurs renvoyées au wokisme et à l'islamo-gauchisme. Ce sont les mots qu'on retrouve chez Bolsonaro et chez Trump. Les attaques contre les médias, avec combien de fois les journalistes qui se sont élevés contre, par exemple, l'Élysée, qui organisait des déplacements en tenant à l'écart les journalistes. Quand d'autres dirigeants ailleurs font ça, on est prompt à les qualifier d'autoritaires ou de voulant se soustraire au contrôle des médias. Les attaques contre les associations. Et il y a un livre de Julien Talpin qui vient de sortir, qui précisément revient sur la loi séparatisme et qui montre combien... Il y a un entretien avec lui qui va sortir bientôt sur exceptionnel. Donc, Julien Talpin qui montre bien comment est-ce que la loi séparatisme, dans son livre, a été justement une manière d'attaquer les libertés des associations. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que aux États-Unis, sous Bolsonaro, au Brésil, à chaque fois, ce sont précisément ces institutions-là, les ONG, les associations, les médias, les universités qui sont attaquées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont des gardiennes, justement, de la vérité. Parce qu'elles, sinon de la vérité, du moins des gardiennes des faits. Pourquoi ces institutions-là ? Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? C'est qu'elles ramènent les dirigeants aux faits. Et donc, il y a bien eu aussi en France une volonté de délégitimer, voire d'empêcher le travail de ces institutions-là qui sont les gardiennes des faits. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les faits à côté, c'est un recul de certaines libertés fondamentales, et notamment la liberté de manifester. Et je rappelle dans le livre des velléités qu'il y a eu qui ont été empêchées par le Conseil constitutionnel, mais qui sont proprement stupéfiantes. Le pouvoir macroniste a fait voter une loi, la
fameuse loi anti-casseurs au moment des Gilets jaunes qui incluait les interdictions individuelles de manifester. C'est-à-dire la possibilité pour le pouvoir, pour les préfets, donc représentants de l'État, donc pour le pouvoir, d'interdire, vous, moi, lui, elle, ce groupe-là, de manifester d'un claquement de doigts, comme ça, sans passer par un juge. Mais c'est une négation complète du droit de manifester, censuré heureusement par le Conseil constitutionnel, mais ils ont voulu le faire. L'article 24 de la loi sécurité globale, dénoncé par toutes les conférences de rédaction de tous les organes de presse, jusqu'au Figaro, l'article 24 donc, qui aurait eu pour conséquence d'empêcher ou de compliquer la diffusion d'images de violences policières. Bon. Tous les journalistes étaient vent debout en disant que c'était une atteinte massive à la liberté de la presse, à la liberté d'informer. Et d'empêcher de rapporter le réel, en fait, tout simplement. Exactement, d'empêcher de rapporter un réel, regarder les yeux dans les yeux. Bon, il a fallu que ce soit le Conseil constitutionnel qui censure cet article. Mais c'est passé, ça a été voté par le pouvoir macroniste. Et ce qui est stupéfiant, c'est que la loi anti-casseurs, le pouvoir macroniste ne nous dit pas on fait ça pour empêcher les individus de manifester, ce qui était le cas. Le pouvoir macroniste nous dit on fait ça pour protéger les manifestations. L'article 24 de la loi sécurité globale, c'était pas pour contraindre la liberté d'informer, c'était pour garantir la liberté d'informer. Mais on voit bien qu'on a pénétré dans un monde orwellien où la guerre c'est la paix, où nous interdire de manifester, ça devient protéger les manifestations. Et c'est précisément, là encore une fois, ce lien entre la logocratie, le fait de pouvoir contredire le réel les yeux dans les yeux, c'est ce lien-là avec la réalité de la politique menée qui permet de comprendre comment on en arrive là. Comment on en arrive à un tel recul des droits et libertés, parce qu'ils ne l'ont jamais dit. Et d'ailleurs, justement, la cerise, en quelque sorte, sur le gâteau de tout ça, c'est ce que vous mentionnez à la fin, que vous avez mentionné dans plusieurs vidéos récemment, c'est la façon dont Emmanuel Macron, en fait, exploite la totalité de son pouvoir jusqu'à la dernière virgule et jusqu'à la limite de la légalité, finalement, donc juste à la limite, pour faire triompher sa volonté contre celle du peuple et ne jamais rien céder. C'est ce que deux professeurs de Harvard, Stephen Levitsky et Daniel Ziblaté nomment le brutalisme constitutionnel et ils considèrent que c'est une étape avant que les démocraties basculent dans l'autoritarisme. Oui, c'est deux chercheurs de Harvard, Levitsky et Ziblatt, qui sont spécialistes des bascules autoritaires. Ils ont passé une partie de leur carrière à étudier comment est-ce que des démocraties représentatives ont basculé dans l'autoritarisme, voire dans la dictature. Et c'est un livre absolument fascinant qui est traduit en français, absolument pas suffisamment connu dans le débat politique français. Et en effet, il montre que l'un des garde-fous qui justement protège la démocratie contre ces dérives autoritaires, c'est ce qu'ils appellent la retenue institutionnelle. Le fait que, dans une démocratie, les gouvernants, quand bien même ils ont énormément de pouvoir, ils doivent accepter de ne pas l'utiliser dans sa totalité, de faire preuve de retenue, d'accepter d'écouter le peuple, même s'ils pourraient l'ignorer parce qu'ils en ont le pouvoir, mais parce qu'à un moment donné, il faut laisser certaines frontières inexplorées. Et le contraire, c'est ce qu'ils appellent le brutalisme constitutionnel. C'est l'inverse, c'est effectivement utiliser chaque virgule de la loi, aller jusqu'au bout de chaque disposition pour faire prévaloir sa volonté, y compris contre celle du peuple, y compris même contre l'esprit de la loi. Et ça, nous disent Levitsky et Ziblatt, quand un gouvernant d'une démocratie représentative bascule dans ce brutalisme constitutionnel, il fait sauter un garde-fou qui nous projette sur une pente dont on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. C'est le début du glissement vers un gouvernement autoritaire, voire autoritariste. Et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. C'est ce qui résume finalement tout ce dont on a parlé dans cet entretien. Les atteintes à l'état de droit, les atteintes à la souveraineté populaire, à chaque fois, c'est la volonté d'utiliser son pouvoir jusqu'à la dernière virgule, jusque même s'imposer contre l'esprit de nos institutions. Emmanuel Macron qui, pendant l'été 2024, attend plus de 2 mois avant de nommer un Premier ministre. Contrairement à ce que dicte la Constitution elle-même. Mais la Constitution, il y avait une zone d'ombre. Il s'est infiltré dans cette zone d'ombre. La Constitution dit le président nomme le Premier ministre, nomme présent de l'indicatif. En droit constitutionnel, le présent de l'indicatif vaut impératif. Le président doit nommer le Premier ministre. Mais il n'y a pas de délai. Emmanuel Macron a décidé que s'il n'y a pas de délai, il le fait quand il veut. Et ce sera après les Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce qu'il l'a décidé, parce que ce sera une pause olympique. Pour quelle raison ? On ne le saura jamais. Mais parce que lui, il a voulu. Bon. Et donc là, on voit, c'est un exemple, mais parmi tous ceux qu'on a déjà cités. Et effectivement, il y a aussi la surutilisation, par exemple, de l'article 49 alinéa 3, qui est très représentatif de ça. Absolument. Et jusque ce qui est la dernière ignominie, et peut-être la plus manifeste, la loi Duplon,
voté avec ce qui est littéralement une manigance, une manipulation des procédures, c'est-à-dire que la loi du plomb, pour qu'elle ne soit pas examinée en séance à l'Assemblée nationale, parce que ça promettait d'être houleux, parce qu'elle risquait d'être amendée, eh bien, le pouvoir macroniste, le socle commun, a voté une question. Comment ça s'appelle déjà ce truc-là ? Une motion de rejet préalable. A voté une motion de rejet préalable contre la loi du plomb. D'ordinaire, la motion de rejet préalable, c'est fait pour les opposants de la loi, pour empêcher qu'elle soit examinée à l'Assemblée. Là, ça a été utilisé par les promoteurs de la loi pour que l'opposition ne puisse même pas s'exprimer. Ça, c'est littéralement un détournement de procédure, mais c'est légal. C'est conforme aux procédures inscrites dans le règlement de l'Assemblée et dans la Constitution. Et donc, moi, ce qui m'inquiète dans tout cela, c'est que le brutalisme constitutionnel, encore une fois, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit, et on ne sait pas qui va l'emmener à son terme. Est-ce que Emmanuel Macron pourrait, de là où il est, continuer d'aller encore plus loin dans l'exploitation des règles institutionnelles pour nous emmener littéralement dans un autoritarisme à la Donald Trump ? C'est pas tout à fait exclu. Il y a quand même encore aujourd'hui un article 16 dans notre Constitution qui prévoit de manière légale l'établissement d'une dictature en France. Donc, c'est pas tout à fait exclu. Les pleins pouvoirs du président. Oui. Les pleins pouvoirs du président, absolument. Ce qui peut déboucher de manière, pas forcément, pas nécessairement, mais ça peut déboucher de manière rapide vers une authentique dictature. La Constitution de la Ve République, à cet endroit-là, est incroyablement dangereuse. Mais même si c'est pas Emmanuel Macron, qu'en sera-t-il du prochain ? Que se passera-t-il quand Jordan Bardella, Marine Le Pen, Bruno Retailleau, même Édouard Philippe nous reproposera une loi anti-casseurs en ayant au préalable muselé le Conseil constitutionnel, précisément pour interdire littéralement les manifestations en France ? Et que nous dirons, mais c'est scandaleux, mais c'est antidémocratique, mais c'est un glissement autoritaire, et que cette personne nous répondra, mais autoritaire ? Mais Emmanuel Macron l'a fait, de quoi vous parlez ? Que se passera-t-il quand on ne pourra plus examiner une loi à l'Assemblée nationale parce que la motion de rejet préalable sera utilisée pour littéralement museler l'opposition à l'Assemblée nationale ? Et qu'on dira, mais c'est scandaleux ! Et qu'ils diront, mais scandaleux, mais Emmanuel Macron l'a fait. C'est en cela que le brutalisme constitutionnel crée des précédents, il crée ce qu'on peut appeler en droit des effets cliquets, qui sont inquiétants aujourd'hui entre les mains d'Emmanuel Macron, mais sont encore plus inquiétants demain entre les mains d'une Marine Le Pen, d'un Jordan Bardella ou même d'un Bruno Retailleau. Comme une réponse à ce que vous venez de dire, il y a une citation d'Emmanuel Macron en janvier 2020 qui dit « Aujourd'hui s'est installée dans notre société de manière séditieuse l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais aller en dictature, une dictature c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. » Il a été comparé d'ailleurs à l'époque à OSS 117 pour cette citation. La dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Vous le dites, vous, le concept de la logocratie, il permet de se libérer de cette espèce de binarité qu'on a souvent entre démocratie versus dictature. Et souvent, quand on dit qu'on n'est pas en démocratie, on se voit opposé aller en Corée du Nord. C'est l'exemple d'Emmanuel Macron. Et vous l'écrivez à la toute fin de votre livre, il suffit parfois de nommer une réalité pour conquérir la force de s'y attaquer. Est-ce que vous en êtes bien sûr à l'ère de la post-vérité ? Je pense que c'est la première étape. Est-ce qu'elle suffira ? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est à minima la première étape. Moi, cette déclaration d'Emmanuel Macron, elle m'a heurté. Je ne l'ai jamais oubliée et elle est en partie seulement, mais en partie tout de même à l'origine de ce livre. Parce que, précisément, vous pensez qu'on n'est pas en démocratie, allez essayer une dictature et vous verrez. En oubliant qu'il y a un monde entre les deux. Et ce monde-là, c'est vrai qu'en sciences politiques, on a tendance à le conceptualiser comme un continuum. On parle de la démocratie comme d'un continuum qui part d'une démocratie pleinement participative, voire directe, et puis qui évolue, délibérative, représentative. Démocratie électorale, c'est le monde dans lequel on vivait et on vit encore en partie. Et puis qui, comme ça, glisse vers de plus en plus d'autoritarisme pour finir vers la dictature. Le problème, c'est que c'est difficile de mobiliser l'attention sur un continuum. C'est difficile de dire, dans le continuum de la démocratie, on commence à arriver sur une zone grise qui est inquiétante. C'est compliqué de diffuser cette idée-là. Elle est peu mobilisatrice, parce qu'elle est encore peut-être trop évanescente. Et ça autorise justement le fait de dire, on n'est pas en démocratie, essayez la dictature. Moi, avec ce livre, avec ce concept de logocratie, j'ai voulu proposer justement un outil qui soit un outil conceptuellement fondé, qui soit un outil descriptif, assis par ailleurs sur une histoire conceptuelle, parce que c'est pas moi le premier qui ai parlé de logocratie, c'est un mot qui a été utilisé pour décrire la réalité discursive des démocraties populaires de l'URSS. Triste filiation, mais j'en fais état dans le livre. Donc il y a derrière ce concept de logocratie une forme de rigueur académique que je revendique et que j'ai essayé de garantir. Mais il y a aussi une volonté politique. La volonté de
politique au sens noble du terme, pas politicienne évidemment, une volonté de proposer un concept qui soit un concept de combat, qui permette justement de sortir d'une fausse alternative, en disant, certes, nous sommes encore en démocratie au sens où les institutions demeurent, mais, et je pense que notre conversation l'a peut-être montré, tout ce qui constitue le cœur battant de la démocratie a disparu. Notre débat public, qui devrait nous permettre de nous forger une idée sur les enjeux, il a été saccagé, au point où on ne sait même plus de quoi on parle, au point où certains de nos concitoyens, sans doute à la machine à café, sans doute lors des dîners de famille, ont débattu pour savoir si un tel ou un tel était un islamo-gauchiste, découvrant quelques années plus tard dans la bouche du CNRS et de la conférence des présidents des universités que l'islamo-gauchisme n'existe pas, ne veut rien dire. Donc, mais mots employés par le pouvoir. Donc, on en est venu dans notre débat public à parler de mots qui ne veulent rien dire, mais qui se sont infiltrés jusque dans notre langue à nous. Donc, ils ont saccagé le débat public, jusqu'à contraindre notre capacité à nous forger un jugement. Ils ont attaqué nos libertés individuelles. Ils ont déjà amoindri ce que l'on appelle encore notre état de droit. Et ils se sont attaqués à la souveraineté populaire, ignorant à chaque fois qu'elle se faisait entendre la voix du peuple. Mais ces trois choses-là, le débat public, la souveraineté populaire, l'état de droit, c'est la définition même de la démocratie. Et donc moi, je soutiens qu'on avait besoin d'un mot pour nommer cet entre-deux. Quand les institutions démocratiques demeurent, mais que l'esprit de la démocratie, que l'idéal démocratique, que les piliers même de notre démocratie ont disparu, ont été saccagés. Et moi, je dis que c'est le discours qui a permis cela, sinon qui l'a causé, et que cette transformation de la démocratie par le discours, c'est ce que j'ai appelé la logocratie. Je pense qu'il faut pouvoir nommer les choses pour donner un concept simple à chacun et chacune d'entre nous qui permette de dire « Ok, je ne suis pas fou, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a été attaqué, et on n'est plus vraiment en démocratie. On est dans un ailleurs, et cet ailleurs, maintenant, a un nom. Est-ce que nommer les choses suffiront ? Sans doute que non. Bien sûr que non. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que certaines idées sont si fortes qu'elles sont comme une boîte de Pandore. Une fois sorties, il est impossible de les faire re-rentrer et elles produiront leurs effets d'elles-mêmes. Est-ce que la logocratie en fera partie ? Je n'ai pas l'audace de le penser, ni même de le prétendre, mais peut-être, je dis bien peut-être, que ça pourrait en tout cas faire un bout de ce chemin-là. Moi, je crois qu'il faut commencer, nous, par faire que nous fassions du débat public, que nous reprenions conscience, chacun et chacune, du monde réel dans lequel on vit. Et puis ensuite, ou plutôt en parallèle, viendra le temps du combat politique. Mais ça, c'est pas le mien. Moi, j'ai un rôle que j'ai toujours défini clairement, celui d'un analyste, celui d'un observateur, d'un chercheur, pas d'un activiste. Est-ce qu'il y aura des appels à quelque chose qu'il faudra lancer ? Peut-être. Ce sera pas de ma responsabilité de le faire. Ce qui est sûr, c'est que avant d'appeler à l'action, il faut pouvoir penser sa direction, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. Vous dites que vous êtes un observateur, donc je ne vais pas vous demander justement comment réinventer ou sauver la démocratie française aujourd'hui, mais plutôt comment est-ce que tout ça pourrait passer par une meilleure compréhension de la rhétorique et du langage. Vous passez votre temps à décrypter des contenus politiques et ça peut paraître finalement de plus en plus absurde en quelque sorte à l'ère de la post-vérité où les fausses informations se diffusent beaucoup plus vite que leurs démentis. En quoi est-ce que vous considérez qu'il faut réinvestir le langage d'une certaine manière, redonner du sens aux mots et comment le faire, à votre avis ? Je pense qu'il y a 3 directions. C'est la prolongation de votre question précédente. Je pense qu'il y a 3 directions dans lesquelles nous devons penser. La première, c'est ce que moi je participe modestement à mon échelle à tenter de faire depuis des années, c'est effectivement redonner les armes du discours aux citoyennes et aux citoyens. La rhétorique, c'est pour cela que cela me tient tant à cœur. La rhétorique, c'est une arme de domination quand elle est entre les mains de quelques-uns qui l'utilisent pour conquérir et se maintenir au pouvoir. Quand on la partage à toutes et à tous, ça devient un outil d'émancipation. Il n'y a pas d'authentique démocratie sans un partage de la rhétorique. Parce qu'il n'y a pas d'authentique démocratie sans que chacun et chacune soit en mesure de porter ses propres idées. Donc ça, c'est une première part du combat. Et effectivement, c'est celle que j'essaye de faire depuis des années maintenant. Maintenant, la question à laquelle vous m'invitez, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je pense que le combat devra se mener au moins dans 2 lieux. Un lieu métaphorique et un lieu physique. Le lieu métaphorique, ce sont nos émotions. Je le dis à la fin du livre, je pense que le combat contre la post-vérité et son fatalisme passera par la reconquête de nos émotions et d'une en particulier, qui est la colère. Moi, je pense qu'il y a tout lieu de s'indigner devant une situation indignante. Et quand nos responsables politiques, qui prennent des décisions en notre nom, qui s'expriment au nom de l'État, quand ces responsables politiques nous mentent les yeux dans les yeux, je pense qu'il y a tout lieu de s'en indigner. Et donc la première chose à faire, je crois, c'est de reprendre l'habitude de se mettre en colère quand on est témoin d'un mensonge politique. Je pense que c'est très grave. Et j'ai essayé de le montrer dans ce livre. Et là-dessus, je crois qu'une part de notre souveraineté politique passera par un réinvestissement émotionnel de notre colère citoyenne qui me semble parfaitement saine quand on nous ment les yeux dans les yeux. Donc ça, c'est le premier lieu dans lequel il faudra mener le combat. Le deuxième lieu, je pense que, en fait,
il va falloir commencer, et ça a déjà... Enfin, il va falloir commencer. Il va falloir continuer, parce que ça a déjà commencé, bien évidemment. Il va falloir continuer de réinvestir le lieu de l'interpersonnel. Il va falloir continuer de réinvestir la discussion, la délibération, l'intersubjectivité, les uns avec les autres. Réapprendre à se parler sans le prisme d'un écran et d'un clavier. Parce que là, je pense, se trouve un trésor démocratique qui avait déjà été bien identifié par Jürgen Habermas. Je pense que là, quand les gens se rassemblent de manière physique, tangible, se regardent en chair et en sang et échangent sur leur vie, créent du commun, mettent justement sur la place publique leurs ressentis, leurs impressions, leurs émotions, leurs humiliations parfois, leurs difficultés, mais aussi leurs rêves. Je pense que là, on se rend compte qu'on a beaucoup plus en commun et que ce que l'on croyait parfois être, par exemple, une faillite individuelle, j'ai pas fait assez d'efforts, j'ai pas assez travaillé et c'est pour ça que ma vie, elle est difficile. Non. En fait, notre vie, elle est difficile parce que toutes nos vies sont difficiles et parce que c'est une superstructure au-delà et que c'est à cette structure-là, économique, politique, qu'il faut s'attaquer. Bref, je pense qu'il faut recréer du commun et que ça se passera pas sur Internet. Ça se passera les yeux dans les yeux. C'est ce qui s'est passé sur les ronds-points au moment des Gilets jaunes. C'est ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes dans une ZAD. Oui, il y avait même des assemblées citoyennes de Gilets jaunes. Exactement. Eh bien, moi, je pense il va falloir trouver une manière de recréer ces espaces-là. Alors, est-ce que ce sera institutionnel? Est-ce que ça partira du pouvoir? Si d'aventure, un pouvoir propice à la démocratie devait s'imposer en France, est-ce que dans ce cas-là, ça s'appellera des agoras citoyennes, des maisons du peuple? Peut-être. Est-ce qu'il faut que ça vienne des citoyennes et des citoyens eux-mêmes? Est-ce qu'il faut qu'on crée des bars associatifs dans tous les quartiers? Des endroits où on puisse se retrouver, discuter, parler politique, faire de la vraie éducation populaire, c'est-à-dire de l'éducation des citoyens par les citoyens? Moi, je joue un peu de guitare, je viens t'apprendre 3 accords, il n'y a pas besoin d'être un grand guitariste pour apprendre à jouer une chanson de Maxime Le Forestier au coin du feu. Et puis moi, je suis pas capable de recoudre un bouton. Bon bah, peut-être que quelqu'un qui a quelques compétences de couture peut m'apprendre. Ça, c'est de la vraie éducation populaire. C'est pas ce que moi je fais, qui est de l'université ouverte, de l'éducation par les sachants, donnée au plus grand nombre. C'est très bien, il faut le faire. Mais il faut faire de l'éducation populaire. Si on avait des espaces comme ça, où les gens peuvent se retrouver, peuvent débattre, discuter en chair et en os, sans les filtres d'Internet, sans les algorithmes, se reconnecter les uns aux autres et découvrir qu'au-delà de tous leurs désaccords, en fait, ce mec-là, on est d'accord sur rien. Mais par contre, quand on joue de la musique ensemble, c'est quand même chouette. Bon, alors, je suis pas en train... Évidemment, on va me dire que c'est dépolitisant, ça efface les clivages. Je suis d'accord avec tout ça. Bien sûr qu'il y a des clivages, bien sûr qu'il y a des désaccords, et bien sûr que le peuple, comme fantasmé en une partie, n'existe pas. Et qu'à un moment donné, ce sera normal d'être en désaccord et de trancher avec des votes. Tout ça, je suis d'accord. Mais avant de commencer à remettre du conflit et du clivage et de l'idéologie politique, ce qui est nécessaire, commençons peut-être par apprendre à nous reparler, à recréer du commun et à délibérer sur les mêmes bases. Et ça se passera, je crois, en tête-à-tête. Et peut-être avoir aussi plus de médias indépendants qui sont attachés aux faits et qui sont indépendants du pouvoir et des intérêts privés. La question médiatique, elle est centrale, elle est fondamentale, c'est le point aveugle de mon livre, il est volontaire. Moi, je me pense... Je me suis posé la question aussi. Moi, je me pense comme un analyste du discours politique, c'est là où est mon expertise, c'est ce que j'ai toujours fait. Je ne me pense pas comme un spécialiste de la critique des médias, mais je suis éminemment d'accord que tout ce que l'on vient de décrire, cette parole qui s'impose, cette logocratie qui s'impose, elle n'est pas sans lien. Elle n'est pas sans lien avec parfois une certaine complaisance de certains médias en certains endroits. En tout cas, c'est une question qu'on est en droit de se poser. C'est pas à moi d'y répondre. Il faudra que plus de recherches soient faites sur cette question. Merci beaucoup, Clément Viktorovitch, d'être venu sur Blast. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a éclairé sur le basculement que nous vivons. Évidemment, nous avons beaucoup traité tous les sujets que nous avons évoqués sur Blast. Donc, je vous mets, comme à chaque fois, des liens vers nos autres vidéos en description. Vous ne le savez peut-être pas, mais Blast est en pleine campagne de dons et c'est une période cruciale pour nous. Dans notre démocratie qui vacille, une presse libre et indépendante est plus que jamais essentielle. Alors, pour nous soutenir, c'est juste ici. Merci infiniment et à très vite sur Blast.